monsieur, bienvenue à cette autre édition de Femmes à la Une. Notre plateforme des femmes qui font l'événement au Cameroun accueille ce jour une invitée particulière. Elle a fait ses classes dans une partie très pointue de la médecine au Cameroun. La procréation médicalement assistée n'a pas de secret pour elle. Elle fait partie de l'équipe médicale qui a aidé à mettre au monde en 1998 le tout premier bébé éprouvette dans notre pays et cet enfant on l'a appelé Tommy. Chaque jour dans sa clinique Odyssée de Douala, elle aide les couples en difficulté à avoir des enfants. Elle, c'est une fille de pasteur. Elle est devenue médecin il y a plusieurs décennies. Et elle, on l'appelle Madame Guedbel. Merci Madame d'être venue sur le plateau de Femmes à la Une. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien et votre clinique? Ça va très bien. La clinique se porte bien, moi je me porte bien. Merci de m'avoir invitée. Cette première description que j'ai faite de vous, vous êtes reconnue là-dedans? Oui. oui. Vous êtes reconnue dans la fille du pasteur, donc la gynécologue? Formée à Paris quand même. Oui. Université de Paris 5, si je ne me trompe pas. Voilà. Quand vous décidez de vous lancer dans cette aventure de la procréation médicalement assistée, comment est-ce que ça se passe? Depuis mes études, je me suis toujours intéressée aux problèmes de procréation, d'accouchement, de stérilité. Donc, déjà, j'ai fait une spécialisation, une sous-spécialisation en stérilité avant de finir mes études. Et ensuite, c'est vrai, quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai trouvé que c'était un problème très aigu. Il y avait beaucoup de couples qui avaient des problèmes d'infertilité et pour lesquels les traitements étaient souvent un peu archaïques, souvent inadaptés. Donc, très rapidement, je me suis intéressée à cela et avec un groupe de 5 collègues, on a pensé que les traitements qu'on donnait aux couples avaient une limite et on a voulu dépasser cette limite-là et de nous lancer un peu dans l'assistance médicale à la procréation. Nous avons donc, dans les années 96, mis en place un groupe et ce groupe-là s'est formé à l'étranger, s'est recyclé et a constitué une petite société. Et c'est 1 an après qu'est né le premier bébé. Voilà. Et ensuite, le groupe a grandi, le groupe s'est scindé en 2, donc ça a donné lieu à la naissance de 2 centres d'assistance à la procréation à Douala. Donc à Douala, en ce moment-ci, on a 2 centres qui s'occupent de la fécondation in vitro. C'est comme ça qu'on dit la FIV. La FIV, c'est une partie de l'assistance, en fait, on va dire assistance médicale à la procréation. Ça comporte des inséminations artificielles avec sperme du mari ou sperme de don. Okay. Ça comporte ensuite la fécondation in vitro. Ça comporte l'ICSI, qui est une partie pointue de la fécondation in vitro. Et ça comporte enfin toutes les procédures de donation des gamètes, c'est-à-dire les dons d'ovocytes, les dons de sperme, des choses comme ça. Tout ça. Bon. On va marquer un premier arrêt dans notre émission, juste le temps de permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur vous. De toutes les façons, c'est un portrait de vous qu'a décidé de faire Pierre Evember et c'est dans son reportage. Dans le domaine de la gynécologie au Cameroun, l'homme de l'année 2009 était une femme. Docteur Ernestine Guedbel. Elle inspire la grâce et la confiance. C'est normal. Le docteur Guedbel a choisi une voie où le cœur parle et la raison chante. Elle est le propriétaire de Odyssée, un centre médical que les populations de Douala ont baptisé la clinique du bonheur. En effet, Odyssée est le premier centre de procréation médicalement assistée du Cameroun, ce qui fait du Dr Guedbel une pionnière de la fécondation in vitro. Elle est d'ailleurs à l'origine de la naissance de Tommy, le premier bébé éprouvette camerounais en 1998. Alors, notre première FIV, c'est une très belle histoire d'équipe. Nous étions 4 gynécologues, 2 biologistes qui nous sommes formés. Nous avons essayé de faire une équipe plus grande que ça, mais bon, les autres n'ont pas suivi. Nous étions restés donc 6.
Et nous, à l'époque, nous faisions des FIV par série. Nous avons fait 3 séries avant de commencer à faire tous les jours. La série, c'était quoi? C'est qu'on regroupait une 15 à 20 femmes, dont chacun des gynécologues regroupait les patientes qui avaient besoin de ça. Et on programmait donc sur 2-3 semaines le traitement. On suivait tout cela ensemble. Et la toute première série qu'on a faite, c'est dans toute cette première série que le premier bébé, je pense même que c'était la 3e patiente qu'on avait traitée dans la série, elle est tombée enceinte. Et donc nous avons suivi cette grossesse ensemble. C'était comme un œuf sur le feu jusqu'au jour où elle a accouché par césarienne. On était tous là, on a tous opéré ensemble. Et c'est vrai que c'est une des plus grosses joies de ma vie, oui. Ernestine Gwetbel s'est bâtie une réputation au fil du temps qui a traversé les frontières du Cameroun, trop peu de l'Afrique. Une renommée qui s'appuie sur des fondations sûres. Je suis perfectionniste, oui. Et puis évidemment, j'estime que j'investis énormément pour former le personnel avec qui je travaille. J'investis énormément dans les équipes auxquelles je fais partie. Et bon, c'est vrai que je pense que les choses doivent être faites bien. Gynéco-obstétricienne, le docteur Ernestine Gwetbel a donc choisi de juguler les pathologies en rapport avec l'appareil génital de la femme et particulièrement des questions d'infertilité, des grossesses, d'accouchement et chirurgie. Elle vient d'être portée à la tête du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité, le GIRAF. Avec ses pairs, elle se bat pour qu'au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, le guide d'assistance médicale à la procréation AMP soit adopté par les gouvernements. Il y a beaucoup de priorités dans les pays pauvres, particulièrement au Cameroun, en termes de la santé des populations. Je pense ça comme ça. Et je pense que les gouvernements d'Afrique et des ministères des Affaires, des ministères de la Santé publique du Cameroun, que je connais un peu, sont vraiment écrasés par les problèmes de santé. Il y en a, je vous ai parlé tout à l'heure, en ce qui concerne la mortalité maternelle. C'est quelque chose de terrible. Une femme qui veut donner un bébé qui meurt. Nos États, surtout stigmatisés par les États étrangers, les grands organismes internationaux, ont pensé que la femme africaine accouchait beaucoup. La natalité est élevée. Mais c'est qu'on ne fait pas le calcul, parce que même si les femmes accouchent beaucoup et qu'il en meurt beaucoup d'enfants, j'entends, il n'y a pas une on n'est pas nombreux. L'Afrique n'est pas le continent le plus peuplé. La deuxième chose, c'est que les problèmes de fertilité, d'infertilité sont des problèmes qui touchent une personne, un couple. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant si son voisin ou même sa sœur a 10 enfants? Je ne pense pas que le bonheur d'à côté va contrebalancer son bonheur. Le docteur Ernestine Gwetbel a été certainement investi d'une mission et chaque fois qu'un enfant crie sa joie de voir le jour, elle pense à la femme qui crie sa peine de ne pas pouvoir donner la vie. Mais aucun cas n'est désespéré. Je ne pense pas qu'en tant que médecin, on puisse vraiment dire aux gens que c'est désespéré. On est des croyants, les gens qui ne veulent pas entendre ça, on ne leur dit pas ça. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Il y a la procréation médicalement assistée, il y a les adoptions, il y a les donations, les dons de ovocytes, les dons de sperme. Donc toutes ces choses-là, on explique aux gens au fur et à mesure que les difficultés se présentent et comme ça, on peut recourir à ces situations. Maintenant, c'est vrai qu'on ne vend pas les mirages, on ne vend pas, on leur explique. Depuis le début, on leur explique. C'est vraiment les couples qui choisissent ce qu'ils doivent faire.
L'équipe de Femmes à la Une va témoigner de visu, du don qui est manifeste dans la vie de cette femme. La journée du docteur est surchargée. Au menu, une insémination artificielle, à savoir mettre des embryons à une patiente, une fécondation in vitro. On va les remettre en utérus. À côté, il y a une qui a juste un problème de sperme de mari. Donc on va vous montrer les spermatozoïdes qu'on a sélectionnés, parce que ça sert à l'insémination. On va replacer aussi dans la femme. Donc c'est les deux choses qu'on va faire. Aujourd'hui, nous sommes à J3. Nous avons 3 beaux embryons que nous allons remettre à la gynécologue, Dr Guedbel, qui va procéder au transfert des 10 embryons. La chronologie de division, parce qu'à J3, ils doivent être à 8 cellules, 6 à 8 cellules. La qualité des embryons, de leur division, il faut que les divisions soient régulières. La présence minimum également de fragments, qui sont ces petites altérations au niveau des cellules, qu'on veut le moins possible. Donc tout cela nous permet de choisir les meilleurs embryons. Mais dans son cas, on n'a pas vraiment de choix, les 3 étaient bons, donc on lui transfère les 3 pour augmenter ses chances. Cette solution, comme tout ce qu'on utilise, a été équilibrée à 6% de CO2 et 37 degrés. On va aller replacer les embryons à l'intérieur de l'utérus de la femme. Évidemment, si les embryons ne sont pas bien placés, une grossesse n'est pas possible. Donc on essaye de le faire de la façon la plus précautionneuse possible pour qu'ils soient placés au bon endroit et pour qu'ils puissent se développer pendant à peu près 2 semaines. Dans 2 semaines, Madame fera un test de grossesse pour voir si les embryons se sont accrochés ou si elle ne les a pas gardés. Évidemment, nous sommes toujours confiantes, c'est Dieu qui donne finalement. Alors ici, c'est différent. De l'autre côté, c'est les embryons qu'on a mis dans l'utérus. Ici, c'est les spermatozoïdes sélectionnés qu'on va mettre. Parce qu'ici, on a un problème avec des difficultés en termes de sperme, quantité, qualité. Donc, on va travailler le sperme pour sélectionner les spermatozoïdes les plus performants, les plus mobiles, qui ont les meilleures formes. Et donc, aujourd'hui, c'est le jour de l'ovulation de la patiente. On va donc lui mettre ces spermatozoïdes. Ici, ce n'est pas une fécondation in vitro. La fécondation va se faire à l'intérieur des trompes de la patiente. C'est pour ça qu'on parle d'insémination artificielle. Voilà, c'est plus léger comme technique. C'est moins lourd, c'est moins coûteux aussi. Le lendemain, le docteur Guedbel doit faire une opération somme toute délicate, une coliochirurgie avec examen endoscopique assisté d'une caméra. C'est une sténose proximale avec injection vasculaire au niveau des paramètres. Voilà, bon, je pense que maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de libérer toutes ces adhérences qui attachent l'utérus, les trompes. C'est bon. Bon, ce qu'on va faire là maintenant, je pense qu'on va vous libérer parce que ça va être un peu barbare. Enfin, pas barbare, ça va être un peu... En 7 ans, Odyssée a redonné le sourire à 300 jeunes mamans, issues de pays de la sous-région grâce à la fécondation in vitro. Et tout à côté, c'est 150 naissances qui ont été obtenues par insémination artificielle. J'ai senti une femme qui comprend mieux les problèmes des autres femmes, surtout celles qui n'ont pas d'enfants. Donc elle met tout son cœur, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, vraiment pour nous satisfaire. C'est pour cela que j'ai beaucoup inspiré ma petite sœur, elle n'était pas de la ville, pour qu'elle vienne aussi pour les services. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Elle est là, elle a eu une intervention ce matin, elle a la réanimation et je pense que ça s'est très très bien passé. Nous sommes montés la voir et elle est là. Elle reprend les formes. Cette clinique, j'ai eu la renommée depuis Paris. Il y a des amis qui m'ont parlé de Madame Guedbel, qu'elle s'en sortait très bien, qu'elle était très bien avec ses patientes et tout. J'ai choisi d'accoucher ici parce que l'accueil est très bon, la réception aussi, le service aussi est impeccable. À la clinique Odyssée, tout le monde a appris à marcher au rythme du docteur Guedbel. Ce n'est pas facile, mais ici on se bat. C'est pas facile.
Mais quand on cherche ce qu'on veut, on s'applique. C'est vrai, c'est pas facile de travailler avec elle, mais c'est aussi facile. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est vraiment ouverte. J'ai commencé, je ne sais même plus, je crois que j'avais l'âge de 19 ans. J'ai commencé avec elle. Bon, mais vous savez, quand on grandit, tout ce que le parent t'apprend dès le départ, c'est ça que vous gardez. Donc j'ai gardé tout ce qu'elle m'a donné comme conseil. J'ai gardé ce qu'elle m'a enseigné. Et c'est pour ça que je suis encore là. Il faut être rigoureux, parce que le docteur Goodbell, c'est un médecin qui est assez rigoureux. Il faut être présent, il faut aimer son métier, il faut travailler avec son cœur, il faut être concentré, et il faut être disponible. Il faut vraiment travailler à cœur, il faut tenir compte même des plus petits détails. Il faut être toujours présent et toujours être alerte à répondre à quelques questions que ce soit. Doc demeure un modèle à suivre pour chacun des personnels de la clinique. C'est mon premier bébé. Alors on a pris soin de moi. J'ai commencé par la rééducation de la grossesse parce que je ne m'y connaissais pas du tout. L'éducation de la grossesse et tout, et l'accouchement, comment ça doit se passer, le conseil aussi. Parce que ce qui manque souvent dans nos hôpitaux ici, c'est le conseil. Parce qu'au niveau du conseil, on ne s'y connaît pas, surtout lorsqu'on est nouveau dans peut-être l'accouchement, on ne s'y connaît pas. Donc, il s'arrive qu'on ne s'y prend pas bien, parfois on peut s'y prendre mal. Mais lorsqu'on est conseillé, comme je l'ai été, franchement, tout s'est très bien passé. On ne dirait pas que c'est la première fois que j'ai accouché. Ça s'est très bien passé et puis je suis très contente, franchement. Rigoureuse, le docteur Goodbell l'est, mais c'est pour la bonne cause. Et je pense que les causes de ces mortalités maternelles, surmortalité maternelle et infantile chez nous, parmi les causes, il y a la responsabilité, notre responsabilité, nous, le personnel médical. Donc, je suis désolée, je suis obligée d'être rigoureuse, de faire en sorte que on évite le maximum possible des accidents. Le docteur Goodbell continue de s'équiper en matériel sophistiqué et surtout équiper ses neurones à travers toutes les formations faites dans le monde. Objectif, mettre l'assistance médicale à la procréation à la portée de tous les couples. Et ça, c'est encourageant et à encourager. La mère, le message que je peux te donner, le souhait que je peux avoir de toi, c'est que l'Éternel continue à te bénir et qu'il te soutienne vraiment dans toutes les entreprises que tu as. Mon souhait pour toi, c'est que la main de l'Éternel se manifeste dans tous les domaines de ta vie et que l'Éternel t'accorde une longue vie. Donc, merci beaucoup de tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, je suis une dame. Merci. J'aimerais dire à la docteure, merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait aux femmes. Merci beaucoup, que Dieu puisse l'illuminer pour qu'elle puisse faire de mieux en mieux. Et que Dieu la garde et la protège, qu'il la donne plus de sagesse pour accomplir cette tâche merveilleuse qu'elle fait à l'égard des femmes. Merci encore une fois, docteur. Pour le docteur Ernestine Goodbell, aucun cas n'est désespéré. Elle n'est pas Dieu, mais elle est à son image. Elle est en paix que lorsque la joie luit dans les visages, l'infertilité est un problème. Mais le doc a la cause. Et comme on dit, qui a la cause a la solution. Content du reportage? Oui, c'est spécial de se voir comme ça, d'écouter les impressions des autres sur soi. Oui, mais je pense qu'il était très bien fait. Le taux de réussite de ces pratiques est à combien? C'est-à-dire que, est-ce que toute femme qui vient vous voir peut être sûre de rentrer avec un bébé? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais comme on a dit, on n'est pas Dieu, on essaye simplement d'être la main peut-être de Dieu et d'avoir le maximum de bénédictions possibles, mais surtout beaucoup de rigueur. La procréation médicalement assistée, c'est un travail de fourmi, c'est un travail d'équipe. Chaque personne dans l'équipe doit jouer son rôle. Ça part de l'infirmière à la femme elle-même, au biologiste, au technicien. C'est vraiment très rigoureux. Et chaque fois
qu'un secteur Le maillon de la chaîne n'a pas... lâche, ça se répercute sur le résultat. Évidemment, nos taux sont partis en augmentant. Nous sommes partis des taux de succès de 18% au tout début. Et maintenant, nous caracolons au taux de 34 à 35%. C'est pas mal du tout. Mais ce taux dépend également de l'âge de la femme. Oui. Okay. C'est l'autre question que je m'apprête à vous poser. Est-ce que toute femme qui vient vous voir est susceptible de tomber enceinte, quel que soit son âge? Plus elle est jeune, mieux elle a des chances. Et quand l'âge est vraiment débordé, qu'elle n'arrive plus à donner des ovocytes de bonne qualité ou des embryons de bonne qualité, il y a la possibilité des dons d'ovocytes. Et quand on fait des dons d'ovocytes, évidemment, les taux de grossesse montent autour de 40%. On a constaté que depuis près de 10 ans, votre nom est associé régulièrement à la procréation médicalement assistée. Est-ce que lorsque vous entriez à l'école à l'époque, vous vous disiez « ça c'est mon objectif, c'est ce que je vais faire plus tard ». Vous n'avez pas pensé à faire autre chose du genre, je ne sais pas quoi, cardiologie, neurologie? Non, parce que en fait, j'ai eu la motivation, la décision de faire de la médecine très précocement, très jeune. Ma mère était sage-femme, donc j'ai assisté à un accouchement, j'avais l'âge de 5 ans, mon premier accouchement. Donc très tôt, j'ai su que j'allais m'occuper des autres par rapport à la fertilité, aux accouchements. C'était très clair dans ma tête. Et ensuite, je suis entrée au collège à 10 ans et à cette époque-là, c'était un collège missionnaire, l'Ibamba, et on avait la possibilité de faire des stages payants dans des hôpitaux ou dans des écoles, enfin de travailler pendant les vacances. Et c'était des sortes de bourses. Et quand on travaillait, cet argent allait à la scolarité du collège. Si bien que moi, à 10 ans, j'ai travaillé dans un hôpital, l'hôpital de Sac-Mayemi, pour lui rendre cet honneur-là. Et ce que j'ai gagné a été pour payer ma scolarité. Et même à cet âge-là, mon envie de m'occuper de la fertilité s'est déterminée. Ensuite, pendant mes années collège, je n'y ai pas pensé, sauf que j'ai encore eu l'occasion 2 fois de faire ce stage en hôpital. Et après, je me suis concentrée pour avoir mon bac, pour obtenir mon bac. Et après, quand j'ai obtenu mon bac, je me suis dit, j'irai me battre pour faire médecine. Et à chaque étape, j'évoluais. Quand je suis arrivée à la fin de mes études médicales, médecine générale, j'ai fait le concours pour pouvoir passer la spécialité de gynécologie. Ça s'est passé progressivement comme ça. Donc très tôt, en fait, j'avais cette envie. Ensuite, maintenant, je travaillais, je priais Dieu pour que ça se réalise. Et l'envie de s'installer en clientèle privée, pourquoi pas dans un hôpital public? Pourquoi est-ce que vous êtes dit ce sera une clinique ou rien? Non, ça, par contre, c'est totalement un hasard. J'ai été formée pour travailler dans les hôpitaux. J'ai été formée également pour enseigner. Je suis rentrée au Cameroun pour faire cela. Il se trouve que je ne connaissais pas très bien comment ça se passait au Cameroun. Je suis rentrée, j'ai suivi mon mari qui était rentré déjà 2-3 ans avant. Et voilà, pour des raisons familiales, je me suis retrouvée donc en train de vivre à Douala. Et pendant la première année de mon séjour au Cameroun, j'ai travaillé bénévolement dans un hôpital missionnaire. C'était une façon pour moi aussi de rendre ce que les hôpitaux missionnaires m'avaient donné et surtout de voir la médecine vraiment africaine. Et ça, c'est aussi un de mes très grands souvenirs d'avoir travaillé dans cet hôpital missionnaire pendant 1 an, bénévolement. Ensuite, j'ai pu travailler dans un hôpital public, un grand hôpital public de Douala. Et c'était un peu une sorte de choc parce que c'était différent. C'est ce que vous aviez vu à Paris? C'était différent de Paris, c'était différent même de l'hôpital missionnaire. C'était assez particulier comme ambiance. J'ai quand même tenu 2 ans et demi, 3 ans. Et après, je me suis sentie en insécurité. J'ai pris une décision très difficile d'aller en libéral. Et puis voilà, une fois installé en libéral, il fallait que je progresse et c'est pour cela.
Et maintenant, est-ce que c'est plus facile de réaliser une FIV ici au Cameroun qu'en Europe ou alors dans d'autres pays africains? Parce que ce que nous avons constaté lorsque nous tournions ces reportages, c'est que régulièrement dans votre cabinet médical, qu'une femme appelle soit de Paris, soit, je ne sais pas, de Libreville, pour prendre rendez-vous, pour venir vous voir. C'est plus facile, c'est moins coûteux? Je ne sais pas si c'est plus facile. C'est peut-être plus accessible déjà en termes de relations humaines. Parce que de par, effectivement, d'autres pays, le Cameroun, tous les couples, toutes les femmes peuvent m'appeler directement, peuvent communiquer avec moi par Internet. Je reçois beaucoup d'emails, je réponds à tous les emails. Donc ces personnes-là, déjà, je pense qu'ils ont l'information assez facile, qu'ils ont les possibilités de discuter avec nous, de venir. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas dans les pays étrangers. Et les femmes, notamment les femmes africaines qui sont de par le monde aussi, je pense qu'elles auraient plus de facilité à venir parce que chez nous, c'est chez elles quand même. C'est ça. Et probablement aussi que les coûts sont moins élevés que dans ce pays-là. Et nous essayons, je dis nous essayons d'être le plus proche possible de ces couples-là et de leur faire des propositions adaptées à leur situation. Si ce n'est pas indiscret, j'ai cru entendre qu'il fallait quand même avoir un bagatelle d'1 500 000 au moins pour une FIV. Alors oui, si vous voulez mettre tout dedans, c'est-à-dire tous les examens, tous les médicaments, tout le traitement, tout cela, oui, c'est tout compris, on peut dire ça comme ça. Mais c'est très variable. Et autre chose aussi que nous essayons de faire, c'est d'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont incompressibles. Ça va être les médicaments, les produits. Maintenant, tout ce qui concerne les honoraires, nous ne sommes pas obligés de les appliquer. Nous ne les appliquons pas rigoureusement. De la même façon qu'elle Voilà, en fonction de femmes. Quand nous avons une femme qui va au marché, qui va se chercher pendant 1 année ou 6 mois à trouver un petit peu d'argent progressivement pour faire une fille, vous pensez bien que si cette femme-là a d'excellentes chances d'avoir un bébé, on peut fermer les yeux sur beaucoup de choses. C'est ce qui permet aussi à un maximum de femmes de pouvoir avoir accès à des traitements, tout en étant des conditions très modestes. J'ai entendu une de vos collaboratrices vous appeler tout à l'heure maman. Est-ce comme ça qu'on vous appelle là-bas dans votre clinique? Tout le monde vous appelle maman? Non, chacune appelle un peu comme elles sont. Il y en a qui appellent doc, il y en a qui appellent docteur, il y en a qui appellent maman, effectivement. Celle qui m'a appelée maman dans le reportage, elle est médecin. Il se trouve que j'ai fréquenté avec sa maman au collège. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Le hasard faisant des choses. Voilà, qu'elle m'appelle maman comme elle appelle sa propre mère maman, je pense. Oui, on va continuer avec notre reportage. Cette fois-ci, Pierre MVB s'est intéressé au docteur Gwetbel, à l'autre face du médecin. Et puis, elle a rencontré un bon nombre de membres de sa famille. Elle va sûrement le découvrir dans ce reportage en même temps que nous. Nous sommes au domicile de la famille Gwetbel. Belle, c'est le nom de jeune fille d'Ernestine Marie-Claire. Et Gwet Otto, son époux. Homme discret devant l'Éternel, mais dont l'amour pour son épouse dépasse les bornes de la parole. Il ne dira rien, parce que celui qui aime reste sans voix. Contact avec les médias et tout ça, c'est pas évident avec tout le monde. Mais il fait énormément de choses, il travaille beaucoup, mais il n'aime pas communiquer. Voilà. Il n'aime pas communiquer, c'est une nature. Pour connaître cette dame fine et distinguée, tournons-nous vers ses enfants. Ils sont 3. Sondia, Belbéa, l'unique mâle, et Mélina, la benjamine. Je vis à Montréal, au Canada. On serait tenté de penser qu'il y a 2 personnages dans cette personne, d'une part ma mère et d'autre part le docteur Gwetbel. Mais la vérité est que je pense que c'est 2 aspects de sa personnalité qui sont difficilement dissociables. Le simple fait par exemple qu'elle est médecin fait qu'à la maison, ce sera très souvent vers elle qu'on va aller
dès qu'il y a le moindre problème et sur qui on va s'accrocher dans des circonstances difficiles, un petit peu comme un patient s'accrochera à son médecin. La seule différence, c'est que nous l'avons à temps plein, donc je pense que ça génère un privilège supplémentaire. Elle a mené de front les deux engagements et qu'elle les a menés, que ce que vous voyez en fait par sa réussite professionnelle, vous ne le voyez pas, mais c'est comme ça qu'elle a réussi sa famille aussi. C'est ce que je pense. De manière graduelle, de manière progressive, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et beaucoup de tact. C'est-à-dire que c'est pas grossier ce qu'elle fait, c'est toujours subtil. Il faut vraiment porter le regard pour voir. Et voilà, si nous on n'a pas de scandale familial, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et à mon avis, c'est aussi parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Pour être honnête, on ne la voit pas beaucoup parce qu'elle est très occupée. Donc moi je me rappelle que quand on était plus jeune et tout, c'est mon père qui... Enfin j'ai plus de souvenirs de mon père et de mes oncles et tout qui venaient nous chercher à l'école et tout. Bon, maman était souvent à l'hôpital, en garde. Bon, j'ai une anecdote, voilà, dont je me rappelle. Quand j'étais petite, je me rappelle que bon, elle allait à l'hôpital souvent. Et puis, donc, elle me laissait toujours dans une salle. Bon, j'imagine que c'était à l'hôpital, avec beaucoup de jouets autour de moi. Donc, je passais souvent, je pouvais passer 40 minutes et tout dans cette salle-là et tout, avec plein de jouets, plein de nounours et tout. Et donc, je me faisais un peu des films, quoi. Donc, pour moi, c'était... Donc, je me faisais un peu des films et tout. Et pour moi, c'était un peu comme un endroit de paradis et tout. Une salle dans laquelle maman me laissait quand elle était à l'hôpital et tout, avec plein de jouets. Et puis après, elle revenait me chercher. La gynécologie, l'obstétrique, bref, la médecine, a beaucoup apporté au docteur Guitbel. Mais cela lui a volé plus de la moitié de son temps. J'ai eu des enfants très tôt. J'étais à l'école quand j'ai fait mes enfants. Donc je me levais tôt le matin. Des fois, je ne le voyais pas. Le père s'en occupait. Ensuite, j'allais à l'hôpital faire les stages. Après, j'allais l'après-midi faire les cours. Et surtout, certaines nuits, travailler pour gagner ma vie. Donc en fait, les enfants ont grandi tout seuls, accompagnés de leur père. Et voilà, donc je ne pouvais pas être maître, c'est pas possible. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir une façon de travailler un peu régulière, c'est-à-dire rester à la maison, avoir fini les études, eux, ils étaient déjà en train de grandir, ils étaient adolescents, ils n'avaient plus besoin que je les couvre. Donc nos relations étaient des relations de beaucoup d'amour, beaucoup je te donne, mais pas forcément je te porte dans les bras tout le temps, 24 heures sur 24. Et on a grandi comme ça. Pour moi, ils ont été très vite responsables, ils sont toujours très responsables. Donc on discute sur Internet, sur Skype, sur toutes ces choses-là, on partage des idées. On voyage aussi beaucoup ensemble. Comme je voyage, quand c'est des grands voyages, je vais en Chine, je vais en Inde, j'ai tendance à les inviter pour venir avec moi, mais d'adulte à adulte en fait. C'est pour ça que j'essaye d'être un peu plus cocoon, peut-être pour ma petite fille, parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu cette vie-là avec mes propres enfants qui ont été lâchés assez rapidement. Ce jour, elle a trouvé le temps pour s'occuper de son jardin. Et dans ce jardin, il y a une fleur qui fait sa joie. Mamie, te t'aime. Ernestine Guitbel sait l'amour qui les lie toutes les deux. Mais ce qu'elle ne sait pas toujours, c'est combien elle compte pour ses enfants. Tenez, Belbéa, son unique garçon, et vivant en France, médecin comme sa mère, est de retour. En mère poule, elle mobilise tout le monde à l'aéroport. Belbéa, en compagnie de son épouse de nationalité sénégalaise, est surpris par la présence des caméras. Il va paraître froid. Mais ce n'est que l'apparence, car sa mère, c'est sa mère. Mais un médecin ne dit pas tout. N'est-ce pas, Hippocrate? Je suis extrêmement proche d'elle.
Je suis très proche d'elle, c'est juste que comme toute mère, elle est protectrice, elle est très protectrice. Et je pense qu'elle n'a pas envie de nous influencer. Mais en même temps qu'elle ne veut pas nous influencer, elle veut quand même qu'elle nous laisse libres et qu'on comprenne comment est-ce que je peux dire, qu'on comprenne sa présence et son importance, qu'on lui montre qu'elle est importante pour nous, mais sans qu'elle nous imprime une direction. Donc quelqu'un nous laisse très libres. On est libre de faire ce qu'on veut. Moi, je suis le seul à faire un des métiers que mes parents ont pratiqué. Mes deux sœurs n'ont pas du tout fait de choix liés à mes parents. Donc elle nous laisse libre de choisir ce qu'on veut, d'avoir nos goûts, d'être très différent d'elle, d'être même parfois en opposition par rapport à elle. Mais pour autant, elle a quand même, comme toute mère, envie que ses enfants l'aiment. Même Mélina, depuis le Canada, est restée le reflet de sa mère. C'est une femme extrêmement chaleureuse. Et moi, personnellement, je me reconnais beaucoup à travers elle. Ça va faire 10 ans que l'on ne vit plus sur le même toit au jour le jour. Pourtant, j'ai développé des traits de caractère qui lui ressemblent beaucoup. Et je reçois souvent beaucoup de commentaires par rapport à ça quand je rentre au Cameroun. Donc, c'est un peu comme un totem pour moi. J'ai besoin qu'elle existe pour que j'existe. J'ai besoin de savoir ce qu'elle ferait dans certaines circonstances pour moi-même avoir le mode opératoire de comment est-ce que je dois procéder pour faire face à certains obstacles. Aussi, j'ai besoin de savoir ce qu'elle pense et le simple fait de l'observer en fait me donne une bonne idée de comment est-ce que je suis et me permet de mieux comprendre mon cheminement et comment je serai dans le futur. Vous direz certainement que ce témoignage est positif parce que nucléaire. Mais élargissons un peu. Vous tombez sur Jean-Marc Belbel, l'aîné de la famille. Il connaît bien sa petite sœur. Juste après son bac, elle est venue me rejoindre en France pour ses études supérieures, notamment en médecine. On a vécu 5 ans ensemble dans le même appartement à Paris. Hein. Donc elle a vraiment eu une progression assez particulière, assez brillante, c'est clair. C'est une des personnes les plus brillantes de la famille. Nous avons eu une éducation familiale assez fortement religieuse, fortement soumise et assez modeste. Hein. Donc il n'y avait pas matière à conflit, au contraire. Même les amis du docteur, ici on l'appelle Erna. Et cette dame aux allures de reine la connaît depuis l'école primaire. On s'est rencontrés au collège évangile de Libamba en septembre 1965 où on rentre en classe de 6e. Et Dieu a voulu qu'on soit assis sur le même banc, qu'on ait le même dortoir, la même chambre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser et surtout que on se faisait pas, je dirais pas une concurrence puisque quand elle était première, j'étais deuxième, quand elle était deuxième, j'étais première en classe. Et on a donc sympathisé. Et aujourd'hui, c'est une sœur. Toutes nos deux familles se connaissent. Ernestine, très serviable et très brave. Très serviable, disponible. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais appeler Ernestine à minuit, elle va être debout. Et pareil, ma mère va l'appeler. D'ailleurs, quand mon père était décédé à Paris en 1979, elle était là. Elle était jeune étudiante en médecine. Erna a joué un rôle important dans la vie de jeune fille de son amie. Quand j'ai connu mon défunt mari à Lille, en France, il était gabonais. Et à l'époque, épouser un étranger, c'était une histoire, un sacrilège. Et mon père n'acceptait pas ça. Il ne voulait pas que je m'expatrie. Et donc, il s'est opposé fermement à mon mariage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez ma tante, Madame Kamgen Justine, et pour avoir au téléphone, allait à Montreuil chez Ernestine. Ernestine téléphonait à la maison en disant, bon, quand c'est Ernestine, c'est une amie, donc ma tante ne se doutait de rien, elle ne savait pas que c'était Mba qui était à l'arrière. Et dès qu'elle me prend au téléphone, elle me passe Mba. Donc on a tellement de complicité ensemble que c'est une sœur. C'est ainsi qu'elle est humanitaire jusqu'au bout des ongles. Une vocation héritée de son feu père et qu'elle perpétue. Notre père était un prêtre rigoureux. Ensuite, quand il a quitté l'église catholique, il est devenu pasteur. Ensuite, il s'est marié.
Et c'est vrai que j'étais très, très à côté de lui, j'étais toujours là. J'étais pas trop à la cuisine comme mes deux autres sœurs. Vous avez aidé comme un garçon? Dans la rigueur et la perfection, oui, je crois. Et ça, et l'autre chose aussi, c'est vrai que quand mes aînés avaient quelques défaillances, des choses qui n'allaient pas bien, je me sentais moi obligée de redresser la pente, on va dire ça comme ça, en me surpassant encore plus pour être plus performant. Donc, ouais, forcément, au bout de tout. Et puis j'ai fait des études aussi dans des conditions de compétitivité. J'ai fait ma médecine à Paris, où il fallait être parmi les, on va dire, les 100 premiers sur 3000, par exemple. Donc, oui, la compétition, je connais, la rigueur, je connais. J'essaye de transmettre autour de moi. Bon, c'est vrai que peut-être que je transmets bien, peut-être que je transmets mal, peut-être que le fait de tout ce que moi j'ai comme bagage fait que les autres, que je réalise pas que les autres n'ont peut-être pas fait exactement le même parcours que moi et que ça peut être dur à suivre, mais c'est ça le prix, hein. C'est ça le prix à payer. Aujourd'hui, elle est très active au Lions Club de Douala dans ses missions sociales avec son amie et petite sœur Charlotte Ekoka. Les deux congrès se retrouvent en séance plénière pour la clôture de la convention. Charlotte Ekoka n'a gardé que de bons souvenirs de son aîné. C'était à l'accouchement de mon deuxième enfant, c'est une fille. Donc elle avait diagnostiqué que l'enfant grossissait et devenait un peu plus gros. Et elle avait souhaité qu'elle déclenche l'accouchement. Donc la veille, elle m'a hospitalisée en me disant le lendemain matin, il faudra que les choses aillent vite parce que tel que l'enfant prend du poids dans le ventre. Mais ni elle ni moi, nous ne nous rendions compte qu'en fait, l'enfant était en train de descendre. Et donc le matin, au moment où les infirmières doivent faire le nécessaire pour me préparer, les infirmières se rendent compte que en fait, l'enfant est déjà à la sortie. Et il fallait l'appeler de Bonamou Sadi pour lui dire en fait, elle ne peut plus venir, je ne sais pas, à 8 heures, il faut qu'elle soit là à 6 heures du matin. Et parce que ça s'est fait dans les 5 heures. Elle est arrivée et en courant, parce que l'enfant était déjà sorti, elle a crié, mais tenez, tenez, elle a pris l'enfant sans les gants. Elle n'avait plus le temps de faire les prérequis, quoi. La médecine a toujours rattrapé Ernestine Gwetbel en lui rappelant la mission noble, la guérison à tout prix et à tous les prix aux hommes et femmes. C'est rude, mais elle le fait. Mélina s'en souvient même encore. Le jour de ma naissance, le 1er mai 1986, et elle m'a accouchée. Et en même temps, en fait, il y avait sa sœur, Madame Belle Mélanie, qui étant au travail donc, de ma cousine qui est dit quelques salles plus loin. Donc juste après m'avoir donné naissance, c'est probablement assuré quelques minutes ou secondes que j'allais bien. Après, elle allait diriger l'accouchement de sa sœur juste à côté. Donc une fois que ça s'était fait, elle est revenue après reprendre son rôle de mère usuel. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fantastique, quoi. Je veux dire, j'imagine pas une seule personne, même pas moi, en train de faire ça. C'est quand même fou. Ses amis l'aiment, c'est vrai. Mais il faut supporter également certains défauts que seuls les vrais amis peuvent lui dire. Ernestine est d'une rigueur, je veux dire, elle est tellement rigoureuse qu'elle est rigoureuse même par rapport à elle-même. Bon, c'est pas un défaut en tant que tel parce que bon, ça vous permet de réussir dans les affaires, dans la vie. Mais bon, d'un autre côté aussi, vous savez, l'être humain n'aime pas toujours un peu trop de rigueur. Sa compétence, c'est un défaut pour les autres, pour elle-même, parce que elle est tellement compétente que quand elle s'exprime, peut-être que, je ne sais pas si elle fait
attention à ce que la personne en face sous les toits ne suit pas nécessairement le rythme ou la qualité de ce qu'elle est en train de dire. Donc elle passe, elle pense que tout le monde comprend ce qu'elle est en train de dire. Erna en est consciente, mais... Bref, même les enfants savent que maman est rigoureuse. S'il y avait un seul défaut que j'aimerais bien qu'elle change, c'est qu'elle soit un peu moins colérique. Un peu moins colérique. Mais en fait, la réalité, c'est que la colère, c'est le revers de la même médaille que la passion. Elle aime ce qu'elle fait et elle est perfectionniste. Donc quand on est perfectionniste, parfois on n'aime pas qu'il y ait des imprévus ou des éléments qui perturbent le projet qu'on a. Donc c'est vrai qu'elle réagit souvent vivement quand elle fait quelque chose ou bien quand elle décide quelque chose et que quelqu'un d'autre fasse de travers, ne soit pas à l'heure, ne donne pas ce qu'elle avait demandé. Donc voilà, elle est très vive par rapport à ça. Donc elle peut être colérique, mais je pense que voilà, j'aimerais bien le changer tout en gardant son côté passionnel. C'est une femme très dure et très rigoureuse et qui est très très perfectionniste. Donc dans un environnement où on est habitué à un certain à-peu-préisme et une certaine désinvolture, c'est pas forcément quelque chose de facile pour elle. Vous savez, chaque jour on change, hein. Chaque jour on prend des dispositions, chaque jour on prend des engagements, on dit oh je vais faire meilleur, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais bon, je fais des efforts quotidiens. Et je m'attends à ce que les autres aussi fassent des efforts. C'est des efforts de mon côté, les efforts du côté des autres qui vont faire en sorte qu'on va se croiser en milieu de chemin. Et voilà. Nous allons découvrir ensemble ce que les amis et la grande famille pensent tout bas d'Erna. Donc, me voici, il faut que je parle de toi, je dise quelque chose de toi. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Et du modèle de femme que tu inspires à beaucoup, parce que ta compétence, ton savoir-faire et ton humilité à dépasser les frontières. Beaucoup de personnes ne le croiraient pas, mais je sais que tu es très humble, parce que je sais qu'intérieurement, je sais ce que tu nourris comme conviction et qui te rapproche des valeurs d'humilité, du sens d'autrui. Et je voulais te dire merci pour m'avoir accompagné dans ces sentiers de l'action sociale. Mais je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Ce que je voulais te dire et que peut-être je n'ai pas encore eu l'occasion de te dire, je sais que je peux compter sur toi et tu sais que tu peux compter sur moi. Et je sais que si jamais la mort arrive, comme de toute façon ça arrivera bien un jour, je sais que c'est à toi que je laisserai les enfants et vice-versa. Tu sais très bien que si la mort t'appelle avant moi, tu sais très bien que tes enfants sont les miens. C'est ce que je voulais te dire. Et du courage et que tu sais très bien combien je te soutiens dans tes merveilles que tu fais quand tu grandis. Je suis fière, je suis très contente. Et que Dieu nous bénisse et nous donne plus de courage. Erna, je suis pris à brûle pour point là pour t'exprimer toute la reconnaissance de la famille et te témoigner de grosses félicitations et un franc succès pour ta profession et pour ton encadrement envers la famille et envers toutes ces dames à qui tu rends d'énormes services dans le cadre de ta profession. Et la petite famille alors? Je lui dirais que je l'aime et que je l'aimerai toujours et merci pour tout et qu'elle est la meilleure des mamans. Et surtout de ne pas changer, de rester comme elle est. Comme j'ai essayé de te dire durant plus ou moins en filigrane durant le reste des questions, en fait, des réponses aux questions que j'ai apportées, tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, énormément, sans pour autant que ce ne soit trop. Tu comptes énormément pour moi et
Et je pense que tu ne vois pas très bien à quel point je te ressemble beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que je pense tu as toujours un peu négligé, et pourtant c'est très vrai. Donc on se ressemble énormément. Je ne ressemble pas plus à mon père qu'à toi. Je les aime tous les deux. Je vous aime tous les deux autant. Et tu m'as beaucoup influencé, sans forcément que ce ne soit conscient. Donc c'est ce que je voulais te dire, qu'on a beaucoup de points communs, que j'aime beaucoup la manière dont tu travailles, la manière dont tu te comportes en famille. J'aime beaucoup tes valeurs morales qui sont très importantes. Et je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime. Et j'aimerais qu'on soit tout le temps en aussi bons termes qu'aujourd'hui. Tu as été une femme fantastique. Prends le temps, je pense qu'il est temps que tu prennes le temps de t'occuper de toi. On va essayer d'honorer l'héritage que tu nous as donné, toi et papa, des valeurs que vous nous avez apprises. Et voilà, j'espère que tu continueras à être la personne incroyable que tu es. De toute manière, une bonne partie de ton travail a déjà été accomplie, j'imagine. Et je t'aime. Le mot de la fin, c'est le docteur, l'ami, la sœur, l'épouse, la mère qui le dira. C'est des rêves, d'avoir des enfants heureux, d'avoir un personnel heureux, d'avoir des patients surtout heureux et qui ont un peu ce qu'ils souhaitent avoir, c'est ça. Mais les autres rêves, que ce soit, vous savez, j'ai dépassé 50 ans de loin, donc je pense plutôt que ma vie commence à être derrière moi. Et par rapport à moi, oui, le rêve, c'est d'avoir une belle retraite. Je prends les avions toutes les 4 semaines pour aller au bord de la mer. Voilà. Voilà qui est dit et bien dit. Waouh. Voilà donc qui a été dit et bien dit. C'est ça votre rêve de plus tard? De PMU aussi, ça vous arrive? Vous croyez que les chirurgiens, les médecins sont fous? Il y a eu beaucoup de choses de dites, c'est énorme. J'avais aucune idée de tout ça. Vous m'avez caché tout ça. C'est vrai, je ne savais pas que mes enfants avaient parlé, par exemple. Oui, je savais on pas est du allé tout. trouver même celle qui est au Canada. Oui, celle qui est au Canada, ça c'est incroyable. C'est vrai que ce que chacun de ces personnes a dit est vrai. Mon grand frère adoré, j'ai vécu 5 années avec lui. C'est grâce à lui que j'ai aimé le football, que j'ai aimé le tennis, toutes ces choses que les gens me disent toujours comment ça se fait que tu aimes, tu connais toutes les équipes de football. C'est ces 5 années passées avec lui à Paris. Mes amis, ma meilleure amie... Madame Ba. Oui, c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, toutes mes convictions. Et ma filleule, la banquière, Charlotte Ekoka aussi, qui a beaucoup de traits, de personnalité avec moi. Et pourtant, c'est une petite sœur. En fait, au départ, elle est l'amie de ma petite sœur. Mais ensuite, on s'est rencontrés sur le plan professionnel, on s'est rencontrés sur le plan social. Et c'est une personne extraordinaire qui a une forte personnalité, comme j'aime. Ma famille, voilà, En tout cas, merci de m'avoir fait cette surprise-là. Découvrir tout cela. Sans cela, je n'aurais jamais su exactement ce qu'il pense. Oui. On a quand même constaté que malgré le fait que vous passiez presque tout votre temps à la clinique, que vous êtes très famille. Comment vous réussissez à concilier tout ça, la vie de famille, la vie professionnelle et même une vie associative que vous menez assez? Ah oui, très associative, surtout aussi. Famille, on va dire c'est viscéral en fait. Viscéral, je suis d'origine modeste, mon grand frère l'a dit. Mon père, tout en étant intellectuel, nous a quand même élevés dans beaucoup de simplicité. C'était missionnaire, ma mère était une infirmière sage-femme, donc on n'a jamais croulé dans le luxe. Et je pense que si nous avons été élevés, c'est à cause de la famille, de l'esprit de famille.
Et ce n'était pas une famille nucléaire chez nous, c'était la grande famille. Mes parents ont élevé une vingtaine d'enfants, peut-être plus. Il y a beaucoup d'enfants qui sont passés chez nous, qui sont pour nous des cousins. Et c'est très tard qu'on découvrait qu'on n'a aucune relation de famille avec ces personnes-là. Qu'on pouvait même se marier. Mais alors que pour nous, jusqu'à présent... C'était des frères, c'était des cousins. Voilà, pour nous, jusqu'à présent, c'est nos cousins. Mais en fait, c'est des enfants comme ça que mes parents accueillaient, élevaient, avec nous, ensemble. Donc, c'est vraiment de cette éducation-là qu'est né cet amour de la famille. Je pense que les fondamentaux de chaque individu, c'est la famille. La famille peut être de sang ou la famille constituée. J'essaye aussi... On s'est créé sa famille parfois aussi. Voilà, j'essaye aussi d'apporter cet esprit avec mon personnel. C'est pour ça que je me permets d'être rigoureuse avec eux, parce que je m'attends à ce qu'ils soient performants. Et aussi avec mes amitiés sont des amitiés très solides. Tout le monde n'a pas parlé. J'ai une amie libanaise, par exemple, qui est comme ma propre sœur. Je pense que par pudeur, vous ne l'avez pas fait parler, parce que tellement tout le monde s'attendait à ce qu'elle parle. Que ce soit elle. Voilà, et bon, Swad, je t'adore, évidemment. Donc, c'est ça. Et je pense que quand il n'y a pas beaucoup de moyens, la solidarité, c'est quelque chose, c'est une valeur sûre qui aide à grandir, qui aide à avoir des résultats. Et c'est aussi cette force pour la solidarité que nous exerçons social, au niveau du Lions Club, au niveau d'autres associations sociales auxquelles je fais partie. Et je peux comprendre que vos mains valent de l'or. Oui, mes mains valent de l'or. J'adore mes mains. Une amie m'a conseillé de les assurer, ce que j'ai fait. Parce que, en fait, je suis très manuelle. Je ne m'entends pas travailler uniquement avec l'esprit sans mes mains. Et c'est important, mes mains. Ok. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous leur direz? Que c'est facile de devenir médecin, gynécologue, d'atteindre le niveau que vous avez atteint? Ah oui, alors, ce conseil, je le donne quotidiennement aux jeunes filles. Aux jeunes filles que je vois, qui viennent me voir, que ce soit parce qu'elles sont malades ou parce que je les rencontre dans les domaines sociaux, dans la famille. C'est d'abord de croire en elles, de travailler dur et de ne jamais désespérer et de croire au travail. Le travail, en fait, c'est une partie de nous. On ne peut pas y arriver si on ne travaille pas. La vie facile, c'est une illusion. Et malheureusement, beaucoup de filles en ce moment baignent dans cette illusion et souvent encouragées d'ailleurs par l'environnement. Je pense que la plupart des femmes qui travaillent y arrivent parce que les femmes sont assez organisées, sont assez structurées. Il faut juste qu'elles comprennent que tout est dans le travail, Voilà. Mais tout le monde peut faire ce que j'ai fait, c'est rien d'exceptionnel. Vous avez quand même dû faire face à l'adversité à un moment. Tout le temps. Tout le temps. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours fait face à l'adversité. Mais je pense que c'est un mode de vie. Je pense que l'adversité, c'est quelque chose qui est là. Qui est là. Le fait qu'on me voit à la télé, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Le fait que, par exemple, je ne sais pas, c'est quotidien. Pour moi, c'est un mode de vie, ça fait partie de ma vie. Donc, je n'en fais plus cas, ça ne me rend pas triste, ça ne me décourage pas. Je pense ça juste comme des sauts, en fait, des obstacles à passer progressivement, quotidiennement. Voilà. Ouais. Merci donc, docteur, d'être venu sur le plateau de Femmes à la Une. Merci d'avoir accepté de vous poser un modèle, un exemple pour la jeune génération. On vous souhaite bon vent. On espère que vous allez bientôt dépasser le cap de 300, 400 bébés et pouvoir naître dans votre clinique Odyssée. Merci beaucoup. Merci aux techniciens, merci au public. Et à vous autres, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous pour une autre édition de Femmes à la Une. Ce sera sur la CRTV. Et un grand merci à toute l'équipe de production et à très bientôt sur la CRTV.